Entre enjeux et défis, une succession d'événements. Une halte sur un fait, une actualité. L'événement qui aura marqué l'essai. L'événement du Sahel. Un rendez-vous hebdomadaire destiné à décortiquer, analyser et commenter l'actualité phare du Sahel. L'événement du Sahel, présenté par Zine Chafaoui. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM, la bienvenue à vous dans votre émission L'événement du Sahel. Alors je rappelle que l'événement du Sahel est une émission hebdomadaire destinée à analyser, commenter et débattre des événements phares qui ont marqué la semaine de la région. Alors le numéro d'aujourd'hui sera consacré à la Libye et il s'intitule Libye, le grand échiquier libyen. Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios d'Ifriqiya FM le docteur Abdelkader Soufi, qui n'est plus à présenter. Alors Abdelkader Soufi est enseignant en sciences politiques et il est également spécialiste des questions sécuritaires. Nous avons aussi un grand plaisir d'accueillir notre confrère de la presse écrite, Mouqran Etwarabi, qui s'intéresse aussi beaucoup au Sahel et aux questions de sécurité. Bonjour messieurs, la bienvenue. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur Soufi, comment allez-vous ? Je vais bien, merci. Alors en forme pour débattre de ce sujet très intéressant. Oui, j'espère. Alors avant de vous céder la parole, comme il est de coutume, je vais essayer de planter le décor. Alors messieurs, je suis sûr que vous le savez, la situation politique en Libye reste inchangée avec toujours deux gouvernements rivaux qui se disputent le pouvoir. Chaque gouvernement compte sur le soutien de ses alliés internationaux pour revendiquer son autorité. Alors vous avez à l'ouest un gouvernement dit d'union nationale qui est dirigé par Abdelhamid Dbeiba et qui est soutenu par la Turquie, il est reconnu également par l'ONU. Il a pour mandat essentiel d'organiser des élections présidentielles et législatives. Normalement, ces élections devaient se tenir il y a 2 ou 3 ans, mais ces élections ne se tiennent toujours pas. À l'Est, vous avez un gouvernement qui est dit de stabilité nationale, qui est dirigé par Oussama Hamad, qui est soutenu par un parlement basé à Benghazi. Il s'appuie sur l'autoproclamée armée nationale libyenne du maréchal Haftar, qui bénéficie, lui, du soutien de la Russie, de l'Égypte et des Émirats. Alors, quand les troupes de Khalifa Haftar ont tenté de prendre Tripoli en 2019, elles ont été renforcées par le groupe paramilitaire russe Wagner. Mais l'offensive a échoué grâce à une intervention militaire turque. L'importance militaire de la Russie en Libye ne cesse de s'accroître cependant, avec une délégation russe récemment accueillie par le maréchal Haftar à Benghazi pour discuter de coopération militaire. Haftar, quant à lui, s'est rendu à Moscou pour discuter avec le président Poutine, où un accord de défense aurait été discuté, selon des sources citées par Bloomberg. Cette perspective inquiète les États-Unis qui craignent une présence militaire accrue en Méditerranée. L'événement du Sahel. Abdelkader Soufi, bonjour. Bonjour encore une fois à vous, à nos amis auditeurs et à l'équipe technique et à Mouqran. Mouqran, la bienvenue à vous. Bonjour à tous et bonjour aux auditeurs. J'espère que je n'ai rien oublié dans ma présentation. Abdelkader Soufi, avant d'entamer, de rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il vous est possible aujourd'hui de nous faire un point de situation sur la Libye ? Alors, le point de situation, j'imagine qu'il va remonter jusqu'à 2011. En fait, voilà. Il faut revenir un peu peut-être avant pour comprendre aussi. Vous savez, la Méditerranée de l'Est est engorgée de richesses. Oui. Et quand il y a eu ces révoltes ou révolutions qu'on a appelées arabes, en fait, c'était une forme de destruction ou une continuité de ce qu'on appelle le GMO, le Grand Moyen-Orient, qui a été imaginé par Bernard Lewis en 1890, je pense, 80. C'est un Américain. C'est un Américain. Oui. Et que ce plan a été repris en 2003 par Condoleezza Rice, l'administration américaine, et qui est dans la continuité aujourd'hui, même avec ce qui se passe à Gaza. Et en quoi consistait, Monsieur Soufi, ce plan dit plan GMO ? Au fait, il provient de l'approche géopolitique, et vous avez le grand continent
qui est l'Eurasie. Oui. Et donc, c'est un seul corps, c'est l'Europe, l'Afrique et l'Asie. D'accord. Et les autres continents, au fait, ce sont des îles. Oui. L'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Australie, tout ça, ce sont les îles lointaines. Et le cœur du cœur, c'est à peu près la zone MENA. D'accord. Voilà, c'est elle qui relie l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Donc elle est stratégique en plus d'être gorgée d'immenses ressources. Très bien. Quand il y a eu en 2010 les découvertes de nouveaux gisements, oui. Après ceux de 1990, les gisements de Gaza, oui. Qui ont été découverts et avérés, il y a eu d'autres découvertes sur les bords de la Palestine occupée, le oui. Liban, la Syrie. D'ailleurs, ceux-là ont arrêté le projet Nabucco, oui. Le projet Nabucco qui consistait à transférer le gaz du Qatar vers l'Europe via la Syrie, oui. Et la Turquie. Oui. L'Iran avait proposé un autre projet parallèle au Nabucco, oui. C'est le gaz de l'Iran et du Turkménistan via l'Irak, la Syrie oui. Et la Grèce. C'est ce qui explique pourquoi la Syrie a été déstabilisée à partir de cette date aussi. Et il passe par la Grèce et non pas par la Turquie qui voulait être un carrefour d'énergie. Voilà, ouais. Ça explique aussi pourquoi la position turque. Ouais. En ce qui concerne la Libye, donc il y avait cette possibilité de faire un transfert du gaz qui était donc dans la Méditerranée de l'Est via l'Égypte, la Libye et vers l'Italie. D'accord. Sauf que la Libye était un régime hostile. Oui. Et il fallait s'en débarrasser. Et donc on a eu l'affaire de Benghazi. Les relations à l'époque entre la Libye et l'Italie étaient relativement bonnes. C'est avec la France et la Grande-Bretagne que les relations n'étaient pas bonnes, non ? Non, mais au fait, j'allais dire pour les Français, oui, pour les Américains, pour la Grande-Bretagne, le régime de Kadhafi était un régime hostile. Oui, et donc, il n'aurait jamais permis de faire transiter le gazoduc de la Méditerranée Est qui viendrait d'Égypte vers l'Europe. Surtout qu'il allait faire concurrence à son propre gaz. Oui, mais rappelez-vous, aujourd'hui, nous savons qu'il y a du gaz qui est vendu en Égypte et qui provient des terres occupées, de la Palestine occupée. Oui. Alors, il y a eu deux résolutions qui ont été votées, et je vais revenir encore plus loin. Oui. En 1970, la Libye chasse les Britanniques de la Montagne Verte, du côté de Derna, où il y avait les bases militaires, la base militaire britannique, et d'où les avions de 67 sont venus bombarder, clouer au sol l'aviation égyptienne. En 1973, le colonel Kadhafi proclame la politique anti-impérialiste. Oui. Donc ce sont deux dates importantes dans l'histoire de la Libye, qui étaient deux dates hostiles à l'Occident. À l'Occident et particulièrement aux Américains. En 2010, après l'affaire 10-11, donc l'affaire Benghazi qui a été montée de toutes pièces, et Sarkozy qui déjà disait on fait des manœuvres au large de la Méditerranée, nous avons l'option d'éliminer un dictateur. Donc vous voulez dire, Abdelkader Soufi, que le plan qui consistait à déstabiliser la Libye et à renverser Muammar Kadhafi était déjà dans les tiroirs, il a été ressorti en 2011. Voilà, donc d'abord... Pour des raisons à la fois géopolitiques et des raisons géoéconomiques. Alors d'abord, Kadhafi est dérangé beaucoup, non seulement au Moyen-Orient, mais en Afrique. Exact. Et il fallait l'éliminer. Sarkozy avait cette possibilité après l'échec du contrat des Rafales et l'histoire du financement de la campagne électorale. Alors, on vote deux résolutions pour Benghazi. Deux résolutions. Les Occidentaux, Sarkozy dit qu'on ne veut pas laisser un génocide se faire à Benghazi. Et les deux résolutions, c'est la 1970 et la 1973. 1970, c'est c'est l'éviction des Britanniques de la Montagne Verte. Et 1973, c'est la politique anti-impérialiste. Oui.
Donc ce sont 2 résolutions symboles. Donc c'est des résolutions vengeance. D'accord. Et l'opération s'appelle l'aube d'Odissa. Oui. L'aube d'Odissa, ça veut dire que c'est une guerre sainte. Oui. Ça rappelle aussi la guerre entre l'Empire ottoman et les Britanniques à Odissa, en Ukraine. En Ukraine. Et donc, à partir de ce moment-là, on voulait créer une zone qui interdit l'aviation libyenne de passer vers Benghazi. Là, l'OTAN, la Grande-Bretagne et la France ont fait de la jurisprudence et ont donc déduit qu'à partir de ces 2 résolutions de l'ONU, ils avaient le droit d'éliminer le pouvoir en place. Oui, alors que le Conseil de sécurité n'a jamais donné de mandat au couple franco-britannique et aux États-Unis pour faire un changement de régime. Bien sûr. À l'époque, l'idée était d'éviter qu'il y ait un massacre de population, sans plus. Ça, absolument. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Libye est entrée donc en guerre intestine, parce qu'il y avait 2 parties qui étaient alimentés par le facteur exogène. Oui, absolument. Et il y avait malheureusement l'intervention de certains pays arabes aussi. Oui. On peut les citer. C'était à l'époque le Qatar et les Émirats. Voilà. Et surtout les Émirats, qui ont pesé de tout leur poids par l'aviation, mais aussi par l'argent. Oui, exactement. Voilà. Ils ont financé des groupes armés. Très bien, et avec la société aussi de sécurité qui était dans la Méditerranée et qui était aussi présente sur le terrain. Alors 2011-2012, avec Kadhafi, le régime de Kadhafi a été renversé. Kadhafi a été assassiné avec la manière que l'on connaît. Mais depuis 2011, à ce jour, ça fait déjà plus d'une dizaine d'années, la Libye ne connaît toujours pas la démocratie qu'on lui avait promis, mais pire encore, c'est un pays très divisé. Un pays aujourd'hui qui est morcelé, écarté, fragmenté et qui risque aujourd'hui de voler en éclats. C'est la politique. De voler en éclats. C'est l'objectif, comme ça a été le cas en Irak. Oui. On vient donc une intervention au titre de la démocratie. Oui. Et en fin de compte, on est dans une désolation totale, dans un non-État. Je me demande d'ailleurs, Abdelkader Soufi, est-ce que on n'a pas voulu sciemment créer une zone grise? Oui, non, mais l'objectif, c'était ça. Oui. L'objectif, d'abord, la Libye, c'est un passage vers les intérêts en Afrique. C'est très important. Oui. Ensuite, sont débarrassés d'un régime qui faisait de l'ombre à l'Occident et aux intérêts en Afrique. Oui. Troisièmement, donc le fait de créer un état de désolation, ça veut dire que c'est un pays à reconstruire. C'est un marché. C'est un marché qui dépasse maintenant les 60 milliards de dollars. Oui. Ce sont des comptes qui sont gelés à l'étranger et qui dépassent les 500 milliards de dollars. Oui. C'est la troisième, je pense, ou deuxième plus grande réserve de pétrole en Afrique. Oui. Et c'est un pays, malheureusement, on voit aujourd'hui qu'en matière de production, il dépasse largement d'autres pays stables. Absolument. Donc la Libye est un immense gâteau et tout le monde veut sa part. Et ça devient un déversoir aussi d'armement. Donc les seigneurs de la guerre trouvent leur compte. Oui. Et à partir de la Libye, on peut contrôler toute la bande sahélo-saharienne, d'où ce qu'on voit depuis pratiquement le Soudan jusqu'au Nigeria, où les projets de l'énergie se croisent. Le projet américain qui vient du Tchad jusqu'au golfe de Guinée, et le projet européen avec celui du Nigal, c'est le transfert du gaz nigérien vers l'Europe via le Niger et l'Algérie. Très bien. Merci pour Abdelkader Soufi. J'espère qu'après cette analyse et ce développement extrêmement intéressant, j'espère que Moukran aura quelque chose à ajouter, tellement vous nous avez éclairé, ou vous avez très bien expliqué les enjeux. Ifriqiya FM, un voyage au cœur de l'Afrique sur des ondes 100% africaines. Moukran,
là, nous avons planté le décor. Nous avons expliqué pourquoi la Libye est dans l'état qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire un pays divisé au moins entre deux entités concurrentes. En introduction, j'avais évoqué le rapprochement entre le maréchal Haftar, qui est le chef de l'armée nationale libyenne ou de l'autoproclamée nationale libyenne, parce que pour parler d'armée libyenne, il faudrait que tout le monde soit concerné. Or, l'armée nationale libyenne ne concerne que l'est du pays. À votre avis, Moukarana et Touarabi, qu'est-ce qui motive Haftar dans son rapprochement avec la Russie? Ce qui motive Haftar, c'est justement de renforcer ses capacités pour s'imposer comme un acteur majeur dans la question, dans la crise justement, et la solution de la crise libyenne. Aujourd'hui, on sait qu'il a eu déjà essayé de mener une guerre gouvernement de coalition nationale qui est reconnu par la communauté internationale. C'était en 2019. En 2019, ça a été un échec. Oui. Il n'a pas pu le faire. Mais avec le soutien des paramilitaires Wagner. Avec le soutien des paramilitaires Wagner. Et en face, de l'argent émirati, il a eu en face comme adversaire un membre de l'OTAN. Oui. La Turquie. Haftar, bien évidemment, il a un passé qui est connu. Il a été exfiltré aux États-Unis où il a vécu très longtemps. Ouais. Il a été présenté au départ comme opposant à Kadhafi, mais aussi comme un proche des Américains. Ouais. Il a vécu en Virginie après avoir été exfiltré suite donc à sa capture dans le conflit avec le Tchad. Son échec à Ouzou. Son échec, donc, la bande d'Ouzou. Voilà, donc Kadhafi à l'époque, il lui imputait donc la responsabilité totale de cette humiliation qu'a subi l'armée libyenne dans son conflit contre le Tchad. Capturé, il a pu être exfiltré par les Américains qui l'ont gardé chez eux pendant de très longues années. Ils l'ont utilisé contre Kadhafi parce que Kadhafi, vous connaissez ses positions par rapport à l'impérialisme. Même parlant de la Haftar d'allié des Américains, voilà. on le retrouve allié des Russes. Justement, c'est quelqu'un qui connaît très bien les Américains. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il change totalement de fusil d'épaule, mais il est en train de jouer une carte entre les deux. En puissance. C'est quelqu'un qui cherche ses intérêts, donc s'il y trouve avec les Russes, il est là, donc il n'a jamais rompu le contact avec les Américains. Les canaux de discussion ne sont pas rompus avec les Américains. Il a reçu il y a quelques mois le chef de la CIA, William Burns. Il a reçu aussi la responsable au département d'État, il a chargé du Proche-Orient, Barbara Leaf. Donc il est en contact permanent. Il a reçu en 2023 des dizaines de délégations américaines. Il garde ce contact, mais il est dans le contexte actuel, il est en train d'essayer donc de signifier aux Américains qu'il y a aussi les Russes, il y a la carte russe. Et les Russes, apparemment, c'est-à-dire dans les discussions et tout, les Russes sont plus avancés dans leur soutien à Haftar. Aujourd'hui... Depuis quand datent les relations entre Haftar et les Russes, Moukarana? Ils ne remontent pas à hier ou à il y a quelques mois ou il y a 2 ans. Moi, je pense que dans le conflit libyen depuis donc la chute de Muammar Kadhafi, ça remonte à 2014 à peu près. Moi, je pense que c'est 2015-2016. Je vais vous expliquer pourquoi. En 2000, si vous vous souvenez, Derna était contrôlé par des groupes terroristes à l'époque. Oui. Et Haftar est probablement l'une des rares personnes à l'époque à avoir réuni autour de lui un certain nombre d'anciens militaires. Ils ont combattu les islamistes qui venaient notamment de Syrie et tout. Et justement, ils ont affronté les islamistes grâce à l'aide russe, et en partie française. Voilà, donc ça a commencé en 2014 en réalité. Absolument. Ça a été très médiatisé en 2015, mais ça a commencé en 2014 où il y a eu beaucoup de combattants de Daesh, de ceux qui ont participé donc à la guerre contre les Syriens. Voilà, donc qui se sont déplacés pour porter main forte à des milices qui sont déjà sur place, islamistes et tout. Donc Haftar, effectivement, il a
l'armée nationale libyenne, quand on présente le noyau dur, c'était à l'époque que Haftar l'a constitué grâce à l'aide des Russes qui étaient là. Donc, il ne faut pas oublier que Haftar lui-même a fait, je pense, les écoles de guerre russes. Hein. Effectivement, c'est-à-dire il y a eu effectivement le virage qui, dû à des circonstances, capturé et tout, il s'est retrouvé aux États-Unis, mais aussi il a eu une formation dans les écoles de guerre russes. Soviétiques, voilà, à l'époque soviétique. Donc il a cette capacité à entretenir le dialogue entre les deux. Mais aujourd'hui, effectivement... on a l'impression que là, il mise sur la Russie. Donc là, je pense que le virage a été amorcé, donc l'option russe se confirme. Donc l'appui russe, il est plus important. Il y a des inquiétudes américaines, bien évidemment. Le Bloomberg, tout récemment, il a publié un article où il rapporte ça, que les autorités, les services de sécurité américains ont alerté l'administration Biden sur ce rapprochement entre Haftar et les Russes. D'ailleurs, il y a un accord, début d'accord de défense, avec une demande de Haftar d'avoir une base militaire russe. Oui. Mais justement, Moukhran. Alors là, on vient d'expliquer pourquoi Haftar s'est rapproché des Russes, parce qu'apparemment les Russes lui proposent ou lui offrent un armement qu'il n'a pas pu trouver ailleurs. En même temps, il ne faut pas oublier la donne turque. Oui, il y a la donne turque. Pourquoi ? Parce que les Américains, les Turcs sont dans un membre au sein de l'OTAN, donc qui sont proches des Américains, et ils sont les adversaires de Haftar aujourd'hui. Et apparemment, tout ce beau monde ne veut pas que Haftar devienne un second Muammar al-Kadhafi en Libye. Parce que je pense qu'il a l'ambition de devenir un jour le leader de la Libye. Bien évidemment, il fait tout ça parce que il est très ambitieux, il n'a pas caché son ambition. Je pense qu'il veut... il le fait pour lui ou pour son fils, en tout cas. Voilà, donc il veut régner sur cette terre, il veut prendre le contrôle total, pas uniquement sur l'Est et le Sud de la Libye, mais déjà, sur l'ensemble. Les 2 tiers de la Libye, attention. Hein. Effectivement, il contrôle les 2 tiers, et maintenant il veut contrôler la capitale, la symbolique de la capitale, Tripoli. Il a tenté, il va pas s'arrêter, selon vous ? Il va pas s'arrêter, je pense pas, et je pense... Il mise sur l'appui russe parce qu'apparemment les Américains ne veulent pas jouer le jeu, ils jouent la carte de Tripoli. De Tripoli et de la Turquie. Apparemment, c'est la Turquie qui est là, qui sous-traite pour les Américains. Voilà, donc aujourd'hui, donc on est dans cette équation, on est encore dans la guerre géopolitique. Voilà, donc Haftar. C'est la guerre géopolitique. Oui, on est dans le risque il y a un risque, donc si ça persiste, effectivement, de la partition de la Libye. Donc concrètement aujourd'hui, il n'y a pas une Libye, il y a 2 Libyes. Donc aujourd'hui, le rapprochement de Haftar avec les Russes, plutôt que de contribuer à réunifier la Libye, risque davantage de creuser un fossé entre les 2 entités. Effectivement. On espère qu'on n'y arrivera pas, mais c'est le risque. Juste, Moukhran, on arrive à la fin de l'émission, il nous reste 2 petites minutes. Alors, merci Moukhran pour tous ces éclaircissements. Abdelkader Soufi, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 2 minutes pourquoi maintenant ce sont les Russes qui ont intérêt à se rapprocher de Haftar, ou pourquoi les Russes misent sur Haftar ? Très bien. Alors, en 2 minutes. En 2 minutes, je vais essayer d'être bref et clair. Oui. Au fait, l'Est de la Libye reçoit les bâtiments de guerre russes d'une façon permanente. Oui. Donc, pourquoi les Russes veulent avoir donc un port ? C'est pour pouvoir espionner en toute tranquillité l'Union européenne. Donc, les Russes veulent avoir un port en eau profonde. Très bien. En eau profonde, d'où on peut avoir aussi des sous-marins. Deuxièmement, c'est le travail qui est fait en Libye. C'est la continuité vers le Soudan et l'Afrique subsaharienne. Où l'on signale aussi des présences russes. Très bien. En fait, c'est une porte d'entrée pour la Russie en Afrique. Cependant, les Américains, donc Haftar a reçu le directeur de la CIA, le directeur de... sous-secrétaire d'État. Donc, il en a reçu
tellement et beaucoup pour le dissuader d'avoir des relations avec les Russes, d'interdire l'action de Wagner en Libye et d'éloigner les mercenaires des installations pétrolières avec des formes de menaces à peine, j'allais dire, voilées. Cela explique que à partir de la Libye, le décor est implanté. La Libye, elle est scindée en deux. C'est parce qu'il y a deux grandes puissances qui se font la guerre à travers les Libyens. Les Américains à l'est, les Russes à l'ouest. Enfin, les Russes à l'est et les Américains à l'ouest. Voilà, plutôt. Merci beaucoup, Abdelkader Soufi. C'est un sujet extrêmement intéressant qu'on est capable encore de traiter pendant encore une bonne heure. Et je pense que nous pourrons refaire le sujet dans cette continuité. Il y aura toujours des choses à dire. Absolument. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour avoir eu la gentillesse de répondre favorablement à notre invitation. Bon, c'était donc, chers amis auditrices et auditeurs, nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle qu'elle est réalisée par Hafid Foukhar et présentée par Zine Sharfaoui. Donc, chers amis auditeurs et auditrices, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de l'événement du Sahel. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.